C'était sa dernière semaine comme chauffeur. 30 années à conduire, à avaler des kilomètres, à connaître chaque virage de la ville, et pourtant sa vie s'était effondrée. Sa femme était partie. Ses enfants ne lui parlaient plus. L'alcool était devenu son seul compagnon, la seule voix qui le berçait au cœur de la nuit. Une semaine de plus et tout sera fini, pensa-t-il avec une étrange sérénité mêlée de désespoir. Ce soir-là, sur l'arrêt le plus isolé de son trajet, monta un homme, ou plutôt une présence. Quelqu'un qui semblait lire en lui comme dans un livre ouvert, qui connaissait sa douleur sans qu'il n'ait besoin de prononcer un mot. Miguel Hernandez ajusta une fois de plus son rétroviseur. Ses yeux rougis ne reflétaient pas seulement la fatigue d'une longue journée de travail, mais le poids d'une vie qui se disloquait morceau par morceau. Sur le tableau de bord, l'horloge affichait 23h15. Seulement 3 passagers avaient pris place ce soir-là. Les rues de Mexico étaient désertes et le bus numéro 47 de la ligne périphérique gémissait, emportant non seulement quelques passagers fatigués, mais aussi les souvenirs d'un homme brisé. Sous son siège, une bouteille de tequila bon marché l'appelait comme un vieux démon fidèle. 15 minutes encore, et le service serait terminé. 15 minutes avant la fin de son tour, la fin de cette semaine, peut-être la fin de tout. Miguel avait pris sa décision, après 30 années passées à conduire ses routes, à connaître chaque nœud d'asphalte, chaque feu tricolore, chaque arrêt par cœur, il arrêterait tout. Mais il ne s'agissait pas d'une retraite dorée avec des voyages et des petits-enfants. Non. Ce qui l'attendait était le vide le plus absolu. La dernière dispute avec Carmen avait tout scellé. « Je ne peux plus, Miguel », avait-elle crié, ses mains tremblantes fourrant vêtements et souvenirs dans la vieille valise bleue qu'il lui avait offerte pour leurs 20 ans de mariage. 30 ans à attendre que tu changes. 30 ans à te voir préférer la bouteille à ta propre famille. C'est fini. Le bruit sec de la porte claquée résonnait encore dans sa tête 5 jours plus tard. Leur fils Roberto, 28 ans, et Anna, 25 ans, avaient soutenu leur mère sans hésiter. « Papa, tu as besoin d'aide », avait dit Roberto au téléphone d'un ton glacial, « mais nous ne pouvons plus te la donner. » Miguel alluma une cigarette, ses doigts tremblants. La fumée se mêla à l'air chaud et poussiéreux du bus dont la climatisation était hors service, formant un nuage épais qui semblait l'étouffer, lui et ses souvenirs. Il se remémora ces nuits où Carmen l'attendait, la table dressée, peu importe l'heure tardive. Il revit les rires de Roberto et Anna, leur course vers lui lorsqu'il franchissait la porte, leurs petits bras s'accrochant à son cou. Il avait été leur héros. À quel moment était-il devenu leur déception? Le bus s'arrêta sur l'avenue Insurgente. Une femme monta lentement, portant 2 lourds sacs du marché. Miguel l'observa dans le miroir. Elle devait avoir l'âge de Carmen, peut-être un peu plus. Son rebozo était usé mais soigneusement plié sur ses épaules. Son regard avait cette paix qu'il avait perdue depuis longtemps. Elle paya son billet et s'installa en silence, fixant les lumières de la ville qui défilait. « Vous savez quoi, Sonora ?» lança Miguel, surpris lui-même de rompre le silence. « C'est ma dernière semaine au volant. » La femme le regarda dans le miroir, sans la froideur habituelle des citadins. Son regard avait quelque chose de chaleureux, presque maternel. « Vous partez à la retraite, Joven ?» Miguel laissa échapper un rire amer. « Retraite ? J'ai 52 ans, Sonora. Je ne pars pas en retraite. J'abandonne. » « Vous abandonnez quoi ?» demanda-t-elle doucement. Cette question le déstabilisa. Peu de passagers prenaient la peine de s'intéresser à lui. D'habitude, ils montaient, payaient, s'asseyaient, attendant leur arrêt sans un mot. Mais cette femme était différente. Sa voix avait une douceur qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. « J'abandonne tout », souffla Miguel, la voix brisée. « Ma femme m'a quitté. Mes enfants ne me parlent plus. 30 ans à conduire ce bus, et qu'est-ce que j'ai accompli? Rien. Absolument rien. » La femme resta silencieuse un moment, mais il sentit qu'elle l'écoutait vraiment, qu'elle n'attendait pas juste son arrêt. Enfin, elle parla d'une voix posée mais ferme. « Savez-vous combien de fois j'ai pris ce bus ces 10 dernières années, Joven ?» Miguel secoua la tête. « 1000 fois. Peut-être plus. Je vais à l'hôpital voir ma petite fille. Elle a une leucémie. » Sa voix ne trembla pas, mais Miguel sentit le poids de ses mots dans son propre ventre. « Et dans toutes ces années, continua-t-elle, vous avez été le chauffeur le plus attentif, le plus respectueux que j'ai rencontré. Vous ne démarrez jamais brusquement quand une personne âgée monte.
vous attendez toujours qu'on s'assoie avant de reprendre la route. Vous baissez la musique quand vous voyez des passagers fatigués. Miguel freina doucement au feu rouge. Sa gorge se serra. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un avait remarqué ces petits gestes, ces attentions presque automatiques. Ce que vous faites, ajouta-t-elle, c'est de l'amour, Joven. De l'amour pour des inconnus qui, peut-être, ne vous remercieront jamais. Et si vous pouvez aimer ainsi des étrangers, c'est que votre cœur n'est pas brisé. Il est seulement fatigué. Le feu passa au vert, mais Miguel mit quelques secondes à redémarrer. Ces mots venaient de toucher une partie de lui qu'il croyait morte depuis longtemps. Mais c'est trop tard pour moi, Sonora, murmura-t-il. J'ai déjà tout perdu. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, répondit-elle avec une conviction tranquille. Jamais. Elle descendit à l'arrêt suivant, mais avant de partir, elle s'approcha de lui. Elle posa une main légère sur son épaule. Je m'appelle Esperanza, dit-elle avec un sourire. Et je crois que vous avez besoin de vous souvenir qu'il y a toujours de l'espoir. Elle lui tendit une petite image de la Vierge de Guadalupe. Pour que vous ne vous sentiez pas seul lors de vos dernières nuits au volant. Miguel prit l'image de ses mains tremblantes. Lorsqu'il leva les yeux pour la remercier, elle était déjà partie, disparaissant lentement dans les ombres de la nuit. Le reste du trajet se déroula dans un silence nouveau. Pas un silence de désespoir, mais un silence de réflexion. Miguel glissa l'image dans la poche de sa chemise, juste au-dessus de son cœur. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensa pas à la bouteille cachée sous son siège. Il pensa à Carmen, à la façon dont elle caressait ses cheveux lorsqu'il rentrait épuisé. Il pensa à Roberto, à cette journée où ils avaient réparé ensemble sa première bicyclette. Il pensa à Anna, à ce dimanche matin où il lui avait appris à conduire ce même bus. Avait-il vraiment tout perdu? Ou avait-il choisi, peu à peu, de s'éloigner de ceux qu'il aimait? À 23h50, le bus arriva au dépôt. Miguel coupa le moteur et resta assis un instant, écoutant les bruits nocturnes de la ville. Le superviseur de nuit, Don Raoul, s'approcha, une planchette à la main. « Miguel, tout va bien? Tu as l'air songeur. » Miguel le regarda longuement avant de demander. « Don Raoul, vous croyez qu'on peut encore changer à 52 ans? » Le superviseur, un homme au grand cœur, la moustache poivre et sel et un sourire indéfectible, s'assit sur le premier siège du bus. « Miguel, je me suis divorcé à 55 ans. » Il s'interrompit, prêt à partager son histoire, mais cette nuit-là, Miguel savait déjà que sa propre histoire venait de prendre un tournant. Il avait cru que sa vie était terminée. Pourtant, 2 ans plus tard, il avait rencontré celle qui allait devenir sa femme actuelle, et les 5 années qui suivirent furent les meilleures de son existence. Il avait compris alors que le changement n'a pas d'âge, il a seulement besoin de volonté. Miguel hocha lentement la tête, absorbant ses paroles. « C'est ma dernière semaine, Don Raoul. J'ai pris ma décision. » Le vieux superviseur le fixa un moment, le visage grave. « Es-tu vraiment sûr? Parce que, laisse-moi te dire quelque chose, en 20 ans à ce poste, tu es l'un des conducteurs les plus fiables que j'ai jamais eus. Les passagers réguliers demandent souvent après toi. Ils disent que tu es le seul qui conduit avec douceur, qui les traite avec respect. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Miguel, comme un écho de ce que lui avait dit la Sonora Esperanza quelques jours plus tôt. Il resta silencieux, les mains crispées sur son genou, essayant de digérer l'information. Réfléchis bien, Miguel. Une décision prise dans la douleur n'est pas toujours la bonne décision. Puis Don Raoul s'éloigna, laissant Miguel seul avec ses pensées. Le chauffeur descendit de l'autobus et marcha lentement jusqu'à son vieux Chevy 1995, Tro 5, une voiture qu'il s'était offerte comme récompense le jour où il avait fêté ses 15 ans sur la ligne. Carmen, sa femme, avait l'habitude de plaisanter en disant qu'il aimait plus ce véhicule qu'il ne l'aimait elle. Peut-être n'avait-elle pas eu tort. Son petit appartement n'était qu'à 20 minutes de la station. Un lieu modeste, une seule chambre, des murs défraîchis, un bâtiment qui avait connu des jours meilleurs. Mais c'était ce qu'il pouvait se permettre avec son salaire, surtout depuis qu'il versait à Carmen la moitié de ses revenus pour subvenir aux besoins de cette maison qui n'était plus la sienne. Ce soir-là, au lieu de son habituel whisky nocturne, Miguel se servit simplement un verre d'eau. Sur la table de la cuisine reposait l'image de la Vierge de Guadalupe, posée là le jour de son emménagement. Elle semblait lui sourire, avec cette tendresse maternelle qui avait consolé tant de Mexicains depuis des générations. Il se coucha dans son lit simple,
si différent du grand lit qu'il avait partagé avec Carmen pendant 25 ans. Sur le plafond, une tache d'humidité dessinait une forme changeante. Ce soir-là, il eut l'impression d'y voir la silhouette de sa famille, Carmen, Roberto et Anna, main dans la main. Mon Dieu! Le mot lui échappa dans un murmure. Voilà des années qu'il n'avait pas prié. Je ne sais pas si tu m'écoutes encore, après tout ce temps à t'ignorer, mais si c'est vraiment ma dernière semaine, donne-moi un signe. Montre-moi qu'il reste encore quelque chose qui vaille la peine de me battre. Le sommeil le gagna plus facilement que d'habitude et, pour la première fois depuis des mois, aucune nuit de cauchemar ne vint le hanter. Le lendemain, mardi, Miguel se présenta à la station bien plus tôt que nécessaire. Son service commençait à 18 h, mais il était déjà là à 16 h. Il devait parler à Don Raoul. Il devait comprendre ce qu'il avait voulu dire sur les passagers qui demandaient après lui. Miguel. Quelle surprise de te voir si tôt. Tout va bien chez toi? Miguel inspira profondément. Hier, vous m'avez dit que les passagers parlent de moi. Vous pouvez me donner des exemples? Don Raoul posa les papiers qu'il était en train de consulter et, après un moment de réflexion, ouvrit un tiroir. Il en sortit un vieux dossier jaune rempli de lettres. Tiens, lis ça. Ce sont des lettres de remerciement que nous avons reçues au cours des 2 dernières années. Devine quel conducteur y est le plus souvent mentionné? Miguel, intrigué, prit la première lettre. Elle était datée de 6 mois. Messieurs, je souhaite remercier le chauffeur du bus 47 du service de nuit. Ce soir-là, j'ai dû emmener mon fils à l'hôpital en urgence. J'étais terrifié, je pleurais. Sans que je dise un mot, le chauffeur a conduit avec un soin exceptionnel et nous sommes arrivés en un temps record. Il n'a même pas fait payer le billet de mon fils. Aujourd'hui mon petit va bien, grâce à Dieu et à la bonté d'hommes comme lui. Je ne connais pas son nom, mais que Dieu le bénisse. Maria González. Miguel sentit sa gorge se serrer. Il prit une deuxième lettre, écrite un an plus tôt. Je suis une femme de 78 ans qui utilise les transports publics pour aller à mes séances de thérapie. Le chauffeur du bus 47 de nuit baisse toujours la musique quand il me voit fatigué. Il m'aide à monter quand il pleut et ne m'a jamais fait payer quand j'oublie mon portefeuille. C'est un ange sous l'uniforme d'un chauffeur. Doña Carmen Ruiz. Les larmes lui montaient aux yeux. Et il y en avait encore. Des lettres d'étudiants, le remerciant d'attendre quelques secondes supplémentaires quand ils arrivaient en courant à l'arrêt. Des lettres de mères seules, qui disaient combien ils saluaient leurs enfants avec gentillesse et leur demandaient toujours s'ils avaient bien travaillé à l'école. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais montré ces lettres » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Parce que je pensais que tu le savais, Miguel. Que tu te rendais compte de l'impact que tu as sur ces gens. » Don Raoul posa une main ferme sur son épaule. « Sais-tu pourquoi je t'ai assigné définitivement le service de nuit sur la route 47 » Miguel secoua la tête. Parce que cette route traverse les quartiers où se trouvent les hôpitaux, les maisons de retraite, les colonies où vivent ceux qui ont le plus besoin d'un peu de bonté à la fin de leur journée. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu as été cette bonté pour des centaines de personnes. Miguel s'effondra sur une chaise, submergé. Mais, Don Raoul, je ne suis pas un homme bon. Je suis un alcoolique qui a perdu sa famille parce qu'il n'a pas su aimer correctement. Le superviseur le fixa avec une compassion sans jugement. Tu sais quelle est la différence entre un alcoolique et un alcoolique qui aime? Celui qui aime ne cesse jamais de lutter. Il peut tomber 1000 fois, mais il se relèvera 1001. Et ces lettres sont la preuve que ton cœur, malgré tout, n'a jamais cessé de se battre. Cette nuit-là, Miguel prit le volant avec un regard neuf. Chaque passager qui montait dans le bus n'était plus seulement quelqu'un qui payait un ticket pour aller d'un point à un point B. C'était un être humain avec son lot de joie et de peine. À l'arrêt de l'hôpital général, une jeune infirmière monta. Elle semblait épuisée, les yeux rougis par la fatigue, les épaules affaissées. Miguel baissa le volume de la musique et conduisit encore plus doucement qu'à l'accoutumée. Dans le rétroviseur, il la vit soupirer de soulagement. « Merci », lui dit-elle en descendant 3 arrêts plus loin. « J'avais besoin de ce trajet calme. » À la station suivante, dans la Colonia Roma, un vieil homme avec une canne monta. Miguel attendit patiemment qu'il trouve une place avant de redémarrer. « Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Tous les chauffeurs n'ont pas votre patience. » Chaque interaction, chaque sourire échangé, chaque petit geste prenait une valeur nouvelle. Miguel se rendit compte qu'en 30 ans de service,
il avait pratiqué une forme d'amour sans même lui donner de nom, un amour inconditionnel pour des inconnus. Mais alors, pourquoi n'avait-il pas pu aimer ainsi sa propre famille? La réponse lui vint plus tard dans la nuit, alors qu'il roulait sur le périphérique sud. Avec les étrangers, il n'avait aucune attente. Il n'espérait pas qu'ils lui disent qu'il l'aimait. Il ne s'attendait pas à ce qu'il reste dans sa vie. Il ne leur demandait pas de lui pardonner ses erreurs. Il leur donnait son affection, librement, sans condition. Avec Carmen, avec Roberto, avec Anna, son amour avait été rempli de « mais ». Je t'aime, mais accepte que je boive. Je t'aime, mais ne me demande pas de changer. Je t'aime, mais laisse-moi être ce que je suis. Son amour pour eux avait été conditionnel. Son amour pour les inconnus, lui, ne l'avait jamais été. À 22h30, Miguel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 5 jours. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Allô? La voix de Carmen sonnait fatiguée. Carmen, c'est moi. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Miguel, il est 10h30 du soir, tu as bu? Non. En fait, cela fait 2 jours que je n'ai pas touché une goutte. 2 jours. La surprise dans la voix de Carmen était sincère. Carmen, j'ai besoin de te dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a des années. J'ai aimé, mais je l'ai fait de la mauvaise manière. Miguel, nous avons déjà eu cette conversation. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Miguel gara le bus dans une station déserte. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Aujourd'hui, j'ai découvert que je suis capable d'aimer sans condition. Je le fais depuis 30 ans avec des inconnus, chaque passager, chaque sourire échangé, mais avec toi, avec Roberto, avec Anna, j'ai imposé des conditions. Je vous ai demandé de m'aimer malgré mes failles, au lieu de me battre pour les changer par amour pour vous. De l'autre côté de la ligne, Carmen se taisait, mais il pouvait entendre son souffle. Je ne te demande pas de revenir, poursuivit-il d'une voix grave. Je ne te demande même pas de me pardonner pour l'instant. Je te demande seulement de me laisser vous prouver, à toi et à nos enfants, que je peux changer. Que je peux aimer sans mais. Miguel? La voix de Carmen se brisa légèrement. Cela fait 30 ans de promesses brisées. Je le sais. C'est pour cela que je ne te demande pas de croire à mes paroles. Je te demande de me laisser te le montrer par mes actes. Un nouveau silence s'installa. Finalement, Carmen demanda. Que as-tu en tête? Je veux aller en thérapie. Je veux rejoindre les alcooliques anonymes. Je veux travailler sur moi jusqu'à devenir l'homme que vous méritez, pas celui que vous avez eu. Pourquoi maintenant, Miguel? Qu'est-ce qui a changé? Miguel leva les yeux vers l'image de la Vierge de Guadalupe qu'il avait collée sur le tableau de bord. Hier soir, une passagère m'a rappelé qu'il y a toujours de l'espoir. Et aujourd'hui, mon superviseur m'a montré que j'ai pratiqué le bon amour avec les mauvaises personnes, et le mauvais amour avec les bonnes. Carmen pleura doucement, en silence. Miguel, j'ai tellement peur d'espérer à nouveau. Alors, n'espère pas tout de suite, répondit-il d'une voix plus ferme que depuis des années. Laisse-moi seulement mériter ton espoir à nouveau. Ils convinrent que Miguel appellerait leurs enfants pour leur demander la même chose, une chance de leur prouver qu'ils pouvaient changer. Ce soir-là, Miguel termina sa tournée, le cœur lourd mais étrangement allégé. Pour la première fois depuis longtemps, il avait une raison de continuer. Il se surprit même à siffler, une mélodie que Carmen fredonnait autrefois en cuisinant, une chanson sur les secondes chances, sur cet amour qui ne meurt jamais complètement, sur l'espoir qui revient quand on s'y attend le moins. À l'arrêt final, juste avant de retourner au dépôt, il aperçut un homme debout sous le halo pâle d'un lampadaire. Il portait une chemise blanche et un pantalon sombre. Ses cheveux longs et sa barbe soignée lui donnaient une allure intemporelle, presque biblique. Il ne bougeait pas, ne faisait pas signe, comme s'il attendait quelque chose de précis. Miguel ouvrit la porte. « Vous montez, Sonore ?» L'homme le fixa droit dans les yeux, et Miguel sentit quelque chose d'étrange, comme si ce regard le connaissait depuis toujours. « Oui, Miguel. Je t'attendais. » Il monta calmement, comme s'il avait tout le temps du monde. Miguel le suivit du regard dans le rétroviseur, il s'installa tout au fond, sans se presser, sans payer de billets. Étrangement, Miguel n'eut même pas envie de le lui réclamer. « Où dois-je vous emmener » demanda-t-il, tout en redémarrant le moteur.
Où que tu ailles, cela me va. Sa voix avait une musicalité étrange, comme si chaque mot était une note choisie avec soin. Sonore, j'ai besoin de savoir votre destination pour vous faire payer le trajet. Ne t'inquiète pas pour l'argent, Miguel. Cette nuit, le voyage est gratuit. Un frisson parcourut l'échine de Miguel. L'homme venait d'utiliser son prénom mais il était certain de ne pas le lui avoir dit. Sa plaque d'identification était retournée, comme toujours, pour éviter que les passagers problématiques ne l'appellent par son nom. Excusez-moi, comment savez-vous mon nom? L'homme s'était assis sur le siège juste derrière celui du conducteur, alors que le bus était presque vide. Je sais beaucoup de choses sur toi, Miguel. Je sais que tu as parlé à Carmen hier pour la première fois depuis 5 jours. Je sais que demain tu appelleras Roberto. Je sais que tu as mis dans ta poche l'image bénie que Doña Esperanza t'a donnée. Le pied de Miguel effleura la pédale de frein, son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Qui êtes-vous? Vous me suivez? Non, Miguel. Je t'attendais simplement. J'attendais le moment juste pour te parler. Le moment juste pourquoi? Pour te rappeler qui tu es vraiment. Miguel vit dans le miroir que l'homme l'observait avec une infinie patience. Ses yeux semblaient contenir l'océan, et son visage dégageait une paix que Miguel n'avait jamais vue chez aucun être humain. Écoutez, Sonore, je ne sais pas quel genre de jeu est ceci. Ce n'est pas un jeu, Miguel. C'est une conversation que nous repoussons depuis trop longtemps. Le bus roulait toujours à travers les rues silencieuses. Étrangement, aucun autre passager n'attendait aux arrêts. C'était comme si toute la ville avait décidé de s'effacer pour leur laisser ce moment. Vous êtes psychologue ou quelque chose du genre, demanda Miguel, cherchant désespérément une explication rationnelle. Je suis beaucoup de choses, mais ce soir je ne suis qu'un compagnon qui veut t'aider à comprendre ton but. Mon but? Ricana Miguel avec amertume. Vous vous trompez de personne, Sonore. Je ne suis qu'un chauffeur alcoolique qui a perdu sa famille. Je n'ai aucun but spécial. Te souviens-tu de la lettre de Maria González? Miguel faillit perdre le contrôle du volant. C'était la lettre que Don Raoul lui avait montrée cet après-midi, celle de la femme qui avait raconté comment Miguel avait conduit son fils malade à l'hôpital. Comment savez-vous pour cette lettre? Son fils n'a pas seulement survécu cette nuit-là, Miguel. Il a grandi pour devenir médecin. Il y a 2 ans, il a sauvé la vie d'une petite fille de 5 ans victime d'un accident. Cette fillette est devenue la lumière de ses grands-parents, qui avaient perdu leur seul fils dans un accident de voiture et avaient cessé de croire en quoi que ce soit. Miguel s'arrêta complètement cette fois. Ses mains tremblaient lorsqu'il coupa le moteur. Qui êtes-vous? Te souviens-tu de Doña Carmen Ruiz? Cette vieille dame de 78 ans qui écrit dans sa lettre que tu ne lui as jamais fait payer lorsqu'elle oubliait son portefeuille? Oui, je m'en souviens. Elle est adorable, toujours en route pour ses rendez-vous médicaux. Ces rendez-vous sont pour traiter un problème cardiaque grave. Les médecins lui avaient dit que le stress pouvait la tuer. Mais ta patience, ta gentillesse, lui ont offert 2 années de paix supplémentaires. 2 années de plus que ce que la médecine croyait possible. Et dans ces 2 années, elle a pu connaître son arrière-petit-fils, lui apprendre les recettes de famille qu'il préparera un jour pour ses propres enfants. Les yeux de Miguel s'embuèrent. Chaque mot de cet homme semblait soulever le voile de sa propre insignifiance et lui rappeler qu'il avait eu un impact sur le monde, même dans sa détresse. Il n'était peut-être pas un héros, mais il avait changé des vies silencieusement, sans jamais s'en rendre compte. Miguel se retourna complètement sur son siège pour faire face à l'homme. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Le visage de l'étranger semblait émettre une lumière douce, pas celle d'une ampoule ou d'un néon, mais une clarté intime, presque vivante, qui venait de l'intérieur. Ses yeux étaient des puits insondables de compassion et, lorsqu'il sourit, Miguel eut l'impression que toute la tristesse du monde pouvait être consolée par ce simple sourire. « Vous êtes, balbutia-t-il. Je suis celui qui t'a accompagné à chaque voyage, Miguel. À chaque nuit où tu as conduit avec une attention particulière pour qu'une mère inquiète puisse rentrer en sécurité. À chaque fois où tu as baissé la musique pour qu'un travailleur épuisé trouve quelques minutes de repos. À chaque arrêt où tu as attendu un peu plus longtemps pour qu'un vieil homme puisse monter sans précipitation. » Les larmes jaillirent et roulèrent sur les joues de Miguel. « Ce n'est pas possible. Je ne suis pas digne d'eux. J'ai été un mauvais mari, un mauvais père. » L'homme le regarda avec une tendresse qui ne jugeait pas. « Miguel, crois-tu que l'amour ait des catégories?
Crois-tu qu'il existe un amour pour les inconnus et un autre pour la famille? Je ne sais pas. L'amour est un seul et même courant. La source est la même. La différence n'est pas dans l'amour lui-même, mais dans la façon dont tu le laisses s'exprimer. Ces mots frappèrent Miguel en plein cœur. Avec les inconnus, ton amour coule librement, parce que tu n'as pas peur. Avec ta famille, il se bloque, parce que tu as trop peur. Peur de quoi? Demanda Miguel d'une voix étouffée. Peur de ne pas être suffisant. Peur que, si tu te montres vulnérable, il te rejette. Peur que, si tu arrêtes de boire, tu doives affronter tout le chagrin que tu as cherché à noyer. Miguel se couvrit le visage de ses mains. Tout ce que cet homme disait résonnait avec une vérité implacable, comme s'il avait mis des mots sur ce que son âme savait depuis toujours. Mais c'est trop tard, sanglota Théil. Carmen m'a quitté. Mes enfants ne me parlent plus. J'ai tout gâché. L'homme se leva lentement, avança jusqu'à lui et posa une main ferme mais rassurante sur son épaule. Miguel, sais-tu ce qui distingue une fin d'un nouveau commencement? Miguel secoua la tête, incapable de lever les yeux. La décision, dit l'homme doucement. Chaque instant est une occasion de choisir qui tu veux être. Chaque matin où tu ouvres les yeux, on te donne une nouvelle chance d'aimer correctement. Mais comment? Je ne sais pas comment faire autrement. Exactement de la même manière que tu l'as fait avec des milliers d'inconnus pendant 30 ans, sans condition, sans attente, sans peur. Miguel leva enfin les yeux. Les prunelles de l'homme ressemblaient à des miroirs où il voyait non pas l'homme qu'il était, mais celui qu'il pouvait devenir. Vous êtes en train de me dire que je peux vraiment changer? Je te dis que tu as déjà commencé à changer. L'homme qui a parlé à Carmen hier soir n'est pas celui qui, il y a une semaine, avait baissé les bras. Miguel sentit une bouffée d'air frais pénétrer ses poumons, comme si son cœur s'ouvrait. Et l'homme qui appellera Roberto demain ne sera pas celui qui pensait n'avoir plus rien à offrir. Comment savez-vous que je vais l'appeler? L'homme eut un sourire presque complice. Parce que je connais ton cœur, Miguel. Et ton cœur a déjà décidé de se battre pour sa famille, de la même manière que tu t'es battu pour des inconnus pendant des décennies. Miguel sentit quelque chose renaître en lui, quelque chose qu'il croyait mort, l'espoir. Mais pas l'espoir fragile de l'alcoolique qui promet de changer pour éviter les conséquences. Non, un espoir solide, ancré, celui de quelqu'un qui a enfin compris sa propre valeur. Que dois-je faire? Demanda-t-il, presque en chuchotant. Ce que tu as déjà commencé à faire. Demain, quand tu appelleras Roberto, ne lui parle pas depuis ta douleur, mais depuis ton amour. Ne lui dis pas ce que tu attends de lui, dis-lui ce que tu veux lui donner. Et s'il ne me pardonne pas? Le pardon n'est pas quelque chose qu'on réclame, Miguel. C'est quelque chose qu'on vit. Lorsque tu vis d'une manière qui mérite le pardon, celui-ci vient de lui-même. Miguel essuya ses larmes d'un geste, inspira profondément et ralluma le moteur du bus. Où dois-je vous déposer? Termine ta route, Miguel. Je descendrai au dernier arrêt. Le reste du trajet se déroula dans un silence presque sacré. Miguel sentait la présence de l'homme comme un manteau de paix enveloppant l'habitacle. C'était comme si le bus entier s'était transformé en un sanctuaire roulant où la transformation n'était plus une simple idée mais une réalité palpable. En conduisant, il se mit à repenser à toutes les conversations qu'il avait eues avec ses passagers au fil des ans. À toutes ces fois où, sans le savoir, il avait été un instrument de consolation. À toutes ces petites interventions qui avaient peut-être fait la différence entre une journée insupportable et une journée tolérable pour quelqu'un. En passant devant l'arrêt de l'hôpital général, un souvenir le frappa. 3 ans plus tôt, une nuit de pluie battante, il avait fait monter une femme enceinte en plein travail. Il avait conduit comme jamais, appelant par radio pour prévenir le service d'urgence de se préparer. Il n'avait jamais su ce qu'il était advenu d'elle ni du bébé. Il s'appelle Miguel Antonio, dit l'homme depuis l'arrière, comme s'il avait lu ses pensées. Quoi? Sa mère dit que tu es l'ange que Dieu a envoyé cette nuit-là. Elle lui a donné ton nom. Miguel sentit son cœur s'emballer et dut se concentrer pour ne pas perdre le contrôle du volant. Comment pouvez-vous savoir ça? Parce que j'ai été présent à chaque acte d'amour que tu as accompli, Miguel. Dans chaque geste de bonté, chaque moment de compassion. Et j'ai aussi été présent dans tes instants de douleur, chaque nuit où tu as bu pour oublier, chaque dispute avec Carmen où tes mots blessaient, mais où ton cœur criait « Je t'aime ». Alors vous savez que je suis un désastre. Je sais que tu es humain.
Et je sais que les humains les plus beaux sont ceux qui ont connu la douleur profonde et qui, malgré tout, ont choisi de continuer à aimer. Miguel arriva enfin au dernier arrêt de sa route, un endroit presque désert aux abords de la ville. L'homme se leva lentement. « Attendez » s'exclama Miguel. « Est-ce que je vous reverrai » L'homme se dirigea vers la porte avant. Avant de descendre, il se retourna et dit. « Je te vois tous les jours, Miguel. Dans chaque passager que tu traites avec bonté, dans chaque moment où tu choisis l'amour plutôt que la peur, dans chaque fois où ton cœur s'ouvre au lieu de se fermer. Mais comment saurais-je si je fais ce qu'il faut ? Par la paix que tu ressens lorsque tu le fais. La même paix que tu ressens en ce moment. » Miguel réalisa qu'il avait raison. Une tranquillité profonde s'était installée en lui, comme si toutes les pièces brisées de son âme avaient retrouvé leur place. « Comment vous appelez-vous » demanda Miguel. L'homme sourit, et Miguel eut l'impression fugace de voir une lueur dorée l'envelopper. « Tu me connais sous beaucoup de noms, Miguel. Mais appelle-moi par celui que ton cœur porte depuis toujours. » Avant que Miguel puisse demander ce qu'il voulait dire, l'homme descendit du bus. Il le regarda s'éloigner sur le trottoir et, après quelques pas, sa silhouette sembla se fondre dans l'ombre de la nuit. Miguel resta assis plusieurs minutes, incapable de bouger, digérant tout ce qui venait de se passer. Puis il leva les yeux vers la petite image de la Vierge de Guadalupe accrochée sur son tableau de bord. Il jeta un dernier coup d'œil au siège que l'homme avait occupé, il n'y avait aucune trace de lui, mais Miguel savait, avec une certitude absolue, qu'il avait été bien réel. Quand il ramena le bus à la station, Don Raoul l'attendait avec un sourire intrigué. « Miguel, tu as l'air différent. Tout va bien ? » ?»« Mieux que bien, Don Raoul. Je crois que je viens de retrouver le chemin de la maison. »« Alors, ça veut dire que ce ne sera pas ta dernière semaine ?» Miguel sourit. Et pour la première fois depuis des années, son sourire était vrai. « Non, Don Raoul, » pensa Miguel avec une conviction calme, « ce n'est pas la fin, c'est le premier jour du reste de ma vie. » Cette nuit-là, il ne rentra pas directement à son appartement. Au lieu de cela, il prit la direction de la maison qu'il avait partagée avec Carmen pendant 25 longues années. Les lumières étaient éteintes, mais il resta assis dans sa voiture, moteur coupé, le regard fixé sur les fenêtres sombres qui autrefois illuminaient ses soirées. Elles semblaient le regarder en retour, silencieuses, comme si elles attendaient de savoir quel homme se trouvait là, dans la pénombre. Une heure entière passa ainsi, dans le murmure de la nuit. Finalement, il souffla, la voix tremblante mais déterminée. « Je te le promets, je vais me battre pour nous. » Quand il regagna son appartement, Miguel fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois, il se mit à genoux, au pied de son lit. Ce n'était pas une prière désespérée, pas un appel au secours comme tant de fois auparavant. C'était une prière de gratitude. Gratitude pour l'occasion de changer, pour l'espoir qui renaissait, pour cette rencontre étrange avec cet homme lumineux qui lui avait rappelé qui il était vraiment, sous les couches de peur et d'alcool. « Merci » murmura-t-il. « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de me montrer que je peux encore devenir meilleur. Merci de me rappeler que l'amour n'arrive jamais trop tard. » Lorsqu'il se releva, il eut l'impression qu'un poids énorme venait de glisser de ses épaules. Cette nuit-là, il dormit profondément, sans cauchemar, sans agitation. Pour la première fois depuis des années, il dormait en paix avec lui-même. Le jeudi matin, Miguel se réveilla avant l'aube. L'air était encore frais, et une lueur douce commençait à filtrer par la fenêtre. Il se doucha, se rasa avec soin, mit sa plus belle chemise. Aujourd'hui, il devait passer 2 appels importants. Le premier fut pour un centre de réhabilitation qu'il avait déjà cherché sur Internet, des mois plus tôt, mais qu'il n'avait jamais osé contacter. « Bonjour », dit-il d'une voix ferme, « je m'appelle Miguel Hernandez et je voudrais obtenir des informations sur vos programmes pour les personnes en lutte contre l'alcoolisme. » La conversation dura 40 minutes. Miguel prit rendez-vous pour une évaluation initiale le samedi et s'inscrivit à une réunion des alcooliques anonymes prévue le soir même. Son deuxième appel fut le plus difficile. Il composa le numéro de Roberto, son fils. « Papa » dit la voix de l'autre côté, surprise. « Il est 8 heures du matin, tout va bien ? » « Oui, mon fils. Mieux que depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut parler ? » Un silence. Puis un. « Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il ? » Miguel inspira profondément. « Je veux te demander pardon, Roberto. Pas pour une seule erreur, mais pour toutes les années où je n'ai pas été le père que tu méritais.
Le silence à l'autre bout du fil se fit plus lourd. Miguel poursuivit. Mais plus que des excuses, je voudrais te demander une chance. La chance de te connaître en tant qu'homme, pas seulement comme l'enfant que j'ai déçu. Je veux écouter tes rêves, tes peurs, tes projets. Je veux faire partie de ta vie, pas parce que je suis ton père, mais parce que j'aurais gagné ce droit en devenant un homme meilleur. Il entendit la respiration de son fils s'accélérer. Papa, tu es sérieux? Plus que jamais. Pendant 30 ans, j'ai été capable d'aimer des inconnus, d'être patient avec des passagers dans mon bus. Il est temps de mettre ce même amour au service de ma famille. La voix de Roberto se brisa. J'ai attendu cette conversation toute ma vie. Je sais, répondit Miguel, et je suis désolé de l'avoir retardé si longtemps. Roberto resta silencieux un moment, puis demanda. Qu'est-ce qui a changé? Maman dit que tu appelles souvent, que tu veux aller en thérapie. Je me suis retrouvé, Roberto. Ou plutôt, quelqu'un m'a aidé à me souvenir de qui j'étais avant de me cacher derrière l'alcool et la peur. Un souffle, puis la question qui brûlait les lèvres du fils. Veux-tu qu'on déjeune ensemble ce week-end? Avec plaisir, mon fils. Il y a un café près de mon travail, le nouveau lever de soleil. Parfait. Dimanche, 2 heures. Miguel sourit. Même le nom du lieu lui semblait être un signe. Cet après-midi-là, avant son service, il s'arrêta dans une boutique de fleurs et acheta un bouquet de marguerites, les fleurs préférées de Carmen. Il ne se sentait pas encore prêt à les lui remettre en main propre, il savait qu'elle non plus n'était pas prête. Mais il les déposa sur le pas de la porte de la maison avec un mot. Carmen? Ces fleurs ne sont pas des excuses. Ce sont une promesse. La promesse que l'homme qui est tombé amoureux de toi il y a 30 ans se battra pour redevenir celui que tu mérites. Avec tout mon amour. Miguel. Ce soir-là, Miguel arriva en avance à sa première réunion des alcooliques anonymes. L'endroit était un sous-sol d'église méthodiste, avec des chaises pliantes encerclées et l'odeur réconfortante du café noir. Environ 15 personnes étaient là, de tous âges et de tous horizons. Première fois, demanda une vieille dame aux yeux bienveillants. Oui. Je m'appelle Miguel. Bonjour Miguel, bienvenue. Pendant la réunion, Miguel écouta des histoires qui auraient pu être les siennes, des vies brisées, des familles perdues, des boulots sacrifiés, mais aussi des récits de rédemption et de renaissance. Quand vint son tour, il se leva, les mains tremblantes. Bonsoir, je m'appelle Miguel et je suis alcoolique. Le groupe répondit en chœur. Bonsoir Miguel. Miguel inspira profondément. Hier soir, un homme sage m'a rappelé que j'ai pratiqué l'amour pendant 30 ans, mais pas avec les bonnes personnes. J'ai été plus patient avec des inconnus qu'avec ma propre famille. Sa voix se raffermit. Mais cela veut dire que je sais aimer. Je dois juste apprendre à donner cet amour là où il compte le plus. À la fin de la réunion, plusieurs membres vinrent le saluer, lui offrir leur soutien, leur numéro de téléphone. Une femme prénommée Elena, sobre depuis 5 ans, lui dit « Les premiers jours sont les plus difficiles. Mais chaque jour où tu choisis la sobriété est un jour où tu choisis la vie. » Miguel quitta l'église en ayant l'impression d'avoir posé le pied sur un chemin entièrement nouveau, et pourtant étrangement familier, comme si toutes ces années de douleur n'avaient été qu'un détour avant de retrouver la route principale, celle qui le ramènerait à lui-même. Le vendredi soir, pendant son service, Miguel prêta une attention particulière à chaque passager. Près du centre commercial, une jeune mère monta avec 2 enfants fatigués qui pleurnichaient. « Ne vous inquiétez pas, dit-il quand elle s'excusa du bruit. J'ai 2 enfants moi aussi. Je sais ce que c'est. » Elle esquissa un sourire, soulagé. Quel âge ont-ils? 25 et 28 ans. Mais je me souviens d'eux comme s'ils étaient encore petits comme les vôtres. Elle hésita, puis demanda. Un conseil? Miguel pensa à toutes les choses qu'il aurait voulu faire autrement. Dites-leur que vous les aimez. Tous les jours. Même quand vous êtes épuisé. Surtout quand vous êtes épuisé. Les enfants ont besoin de ces mots bien plus que d'une maison parfaite ou de repas sophistiqués. Merci, dit-elle doucement. Je m'en souviendrai. Quand la famille descendit du bus, Miguel eut cette sensation étrange, la présence du mystérieux passager de l'autre nuit. Il jeta un coup d'œil au rétroviseur. Personne. Mais il entendit une voix douce, presque un murmure. Chaque moment de sagesse partagée est une prière exaucée.
Un sourire illumina son visage. Il commençait à comprendre, cette rencontre n'avait pas été un simple événement isolé, mais le début d'une nouvelle manière de vivre, où chaque geste d'amour était une conversation avec le sacré. Le samedi matin, Miguel se réveilla avec une sensation nouvelle dans la poitrine. Pas d'angoisse, pas de peur, une anticipation profonde, comme si tout son être savait qu'il marchait vers quelque chose de grand, de lumineux. Ce jour-là, quelque chose d'important allait se produire, même si Miguel ne savait pas encore à quel point. Sa rencontre du matin au centre de réhabilitation avait été décisive. Le docteur Moral, un homme d'une quarantaine d'années, lui-même ancien alcoolique en voie de guérison, avait parlé avec une franchise désarmante, mais pleine de compassion. « Miguel, ton histoire n'est pas unique, » avait-il dit. « Mais ta motivation, elle, l'est. La plupart des gens arrivent ici après avoir tout perdu, parce qu'ils n'ont plus le choix. Toi, tu es ici parce que tu as trouvé quelque chose. Tu as trouvé une raison de changer qui ne vient pas de la peur, mais de l'amour. » Miguel avait presque murmuré. « Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?» Le docteur avait souri doucement. « C'est extraordinaire. Les transformations qui naissent de l'amour sont les seules qui durent vraiment. » Ces paroles avaient laissé en Miguel une marque profonde. Il était sorti de cette rencontre avec un plan clair, thérapie individuelle, séance de groupe, programme en 12 étapes spécialement conçues pour son cas. Mais plus que le plan, c'était l'étincelle d'espoir qu'il portait désormais qui changeait tout. Cet après-midi-là, alors qu'il se préparait à voir son fils Roberto, il prit son temps pour choisir ses vêtements. Il ne voulait pas paraître élégant pour impressionner, il voulait être sincère. Il enfila la chemise bleu ciel que Carmen lui avait offerte pour son 45e anniversaire, ainsi que son pantalon réservé aux grandes occasions familiales. Il voulait que Roberto le voie tel qu'il aspirait à être, un père digne, présent, vrai. La cafétéria, El Nuevo Amanecer, était nichée à un coin tranquille du centre-ville. De larges fenêtres inondaient la salle d'une lumière dorée, les murs étaient ornés d'œuvres d'art locales et l'air était chargé de l'odeur envoûtante du café fraîchement moulu. Miguel arriva avec 15 minutes d'avance, s'installa près d'une fenêtre et commanda un simple café noir. En attendant, il observa les autres clients, un père aidant son petit à colorier, un couple âgé partageant silencieusement le journal, une mère consolant sa fille adolescente en pleurs. Chaque scène réveillait en lui à la fois la douleur de ce qu'il avait perdu et la certitude qu'il pouvait encore le retrouver. « Papa !» La voix le fit lever les yeux. Roberto était là, debout devant lui. Son fils avait tant changé. Ce n'était plus le garçon hésitant qu'il gardait en mémoire, c'était un homme, avec la mâchoire de son père et les yeux pleins d'émotion de sa mère. Il portait une chemise décontractée et un jean, le visage à la fois prudent et vulnérable. « Roberto !» Miguel se leva et, après un instant d'hésitation, ouvrit les bras. Son fils demeura figé une seconde, puis se laissa aller à l'étreinte. Ce n'était pas l'accolade mécanique des réunions de famille, c'était un geste qui avait du poids, une intention. Ils s'assirent face à face. Un silence épais tomba, jusqu'à ce que Roberto rompe enfin l'immobilité. « Tu as l'air différent. »« Différent comment ?» demanda Miguel. « Comme si tu étais vraiment là, avec moi. Pas en train de penser à autre chose. » Miguel hocha la tête. « Parce que c'est le cas. Pour la première fois depuis longtemps, je suis entièrement présent. » Roberto commanda un café au lait et un gâteau au chocolat. Miguel remarqua que ses mains tremblaient légèrement, lui aussi était nerveux. « Papa, avant que tu parles, j'ai besoin de dire quelque chose. Je t'écoute. J'ai été en colère contre toi pendant très longtemps. En colère parce que tu as choisi l'alcool plutôt que nous. Parce que maman pleurait en cachette. Parce que j'avais honte de t'emmener à mes événements scolaires de peur que tu sois ivre. » Chaque mot était comme une lame dans le cœur de Miguel, mais il soutint le regard de son fils. « Tu as le droit d'être en colère, » répondit-il d'une voix ferme. « Mais j'ai aussi été triste, » reprit Roberto, la voix brisée. « Triste parce que le père que j'ai connu petit était merveilleux. Tu m'as appris à faire du vélo, tu m'emmenais au parc le dimanche, tu me lisais des histoires avant de dormir. Et puis, peu à peu, ce père a disparu. Jusqu'à ne plus exister. » Les larmes montèrent aux yeux de Miguel, ruisselant sans qu'il cherche à les retenir. « Roberto, Laisse-moi finir, papa, je t'en prie. » Miguel acquiesça en silence. « Quand maman nous a dit qu'elle avait parlé avec toi et que tu semblais différent, je n'ai pas voulu espérer. J'ai espéré tant de fois avant et j'ai toujours été déçu. Mais quand tu m'as appelé,
il y avait quelque chose dans ta voix, c'était la voix du père que j'avais connu. Alors je suis venu aujourd'hui prêt à te donner une chance, mais aussi prêt à être déçu encore. Il fixa son père droit dans les yeux. Mais là, je vois quelque chose dans ton regard que je n'avais pas vu depuis des années. De la clarté. Et, de l'espoir. Miguel inspira profondément. Oui, de l'espoir. Mais pas l'espoir que tout redevienne comme avant. L'espoir que nous puissions construire quelque chose de nouveau, de plus solide. Qu'est-ce qui a vraiment changé, papa? J'ai déjà entendu des promesses. Miguel s'inclina légèrement vers son fils. Cette semaine, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû voir depuis des années. Pendant 30 ans, j'ai conduit des bus de nuit. Pendant 30 ans, j'ai montré plus de patience, de gentillesse et d'amour inconditionnel à des inconnus qu'à ma propre famille. Roberto fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Quand un passager épuisé monte dans mon bus, je mets de la musique douce. Quand je vois que quelqu'un est pressé, j'accélère un peu. Quand quelqu'un semble triste, je lui souris dans le rétroviseur pour qu'il ne se sente pas seul. Tout cela, je le fais sans condition, sans rien attendre en retour. Mais avec toi, avec ta sœur, avec ta mère, j'ai mis des conditions à mon amour. Je vous aime, mais laissez-moi tranquille. Je vous aime, mais ne me forcez pas à changer. Je vous aime, mais acceptez-moi tel que je suis. Mon amour était plein de « mais ». Pour les étrangers, il n'y en avait aucun. Roberto resta silencieux un moment. C'est profond, papa. Cette semaine, j'ai appris que si je peux aimer des étrangers sans condition, alors je sais aimer pour de vrai. Je dois juste appliquer cet amour là où il compte le plus, à vous. Roberto but une gorgée de café, réfléchissant. Et comment savoir que ce n'est pas juste une autre promesse vide? Miguel sortit une petite carte de sa poche et la posa sur la table. C'est ma carte des alcooliques anonymes. Avec les dates de mes réunions notées à la main. J'ai commencé. Hier, c'était ma 2e réunion. Samedi, j'ai eu ma première séance de thérapie individuelle. Demain, je commence un programme intensif en hôpital de jour. Roberto prit la carte, la tourna entre ses doigts, visiblement ému. Papa, c'est réel. Oui, c'est réel. Mais plus important que les programmes, c'est ce qui m'anime, je ne fais plus cela par peur de vous perdre. Je vous ai déjà perdu. Je le fais par amour. Pour mériter à nouveau une place dans vos vies. Et si tu échoues? Si tu ne parviens pas à rester sobre? Miguel plongea son regard dans celui de son fils. Alors j'aurais échoué en essayant, pas en me cachant. Et cela vaut déjà mieux que tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Roberto resta silencieux plusieurs minutes, fixant la rue à travers la fenêtre. Enfin, il se tourna vers son père. Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose. Et je veux que tu sois totalement honnête. Tout ce que tu veux. Pourquoi tu buvais? Est-ce que c'était à cause de nous? Est-ce qu'on ne suffisait pas? Miguel sentit son cœur se déchirer. Mon Dieu, Roberto, non. Jamais. Vous étiez la meilleure partie de ma vie. Alors pourquoi? Miguel prit son temps avant de répondre. Parce que je ne savais pas comment gérer la douleur autrement. Parce que je croyais que me noyer dans l'alcool était plus facile que d'affronter mes démons. Mais je me trompais. Et maintenant je suis prêt à les regarder en face. À ces mots, Roberto laissa tomber ses épaules, comme soulagé d'un poids. Il prit la main de son père sur la table. Alors, faisons-le ensemble, papa. Une étape à la fois. Pour la première fois depuis des années, Miguel sentit une chaleur nouvelle envahir sa poitrine, le commencement d'une réconciliation. Pas un retour en arrière, mais une route vers quelque chose de meilleur. Miguel resta silencieux un long moment, son souffle entrecoupé par l'émotion. Il savait que ce qu'il allait dire pourrait être la conversation la plus importante de toute sa vie. Je buvais parce que j'avais peur, mon fils. Peur de ne pas être à la hauteur. Ses yeux se remplirent de larmes. Ta mère était si brillante, si belle, si pleine de bonté. Toi et Anna étiez des enfants incroyables, pleins de potentiel. Et moi? J'étais juste un simple chauffeur de bus avec une éducation primaire. J'avais peur qu'un jour vous réalisiez que vous méritiez mieux que moi. Roberto se pencha vers lui, les yeux brillants d'une compassion qu'il avait longtemps refoulée. Papa.
Je buvais pour faire taire cette voix dans ma tête qui me répétait que je n'étais pas assez bien. Mais ce que je n'avais pas compris jusqu'à cette semaine, c'est que l'alcool ne faisait pas taire cette voix. Il l'amplifiait. Et pire encore, il me transformait exactement en ce que je craignais de devenir, un homme qui ne méritait pas votre amour. La gorge serrée, Roberto répondit d'une voix presque brisée. Papa, nous n'avons jamais pensé que tu n'étais pas assez bien. Nous avons cru que c'était nous qui ne l'étions pas pour toi. Nous avons cru que l'alcool comptait plus que nous. Un long silence suivit, seulement rempli par les sanglots étouffés de l'un et de l'autre. Des années de douleur et de malentendus semblaient se dissoudre dans ces larmes partagées. Penses-tu qu'on puisse réparer tout ça, demanda Miguel, la voix tremblante. Je ne sais pas si on peut réparer le passé, répondit doucement Roberto. Mais je crois qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Il marqua une pause avant de continuer. Ce dont j'ai besoin de toi, papa, ce n'est pas de promesses grandioses ni de gestes spectaculaires. J'ai besoin de constance. De voir que tu choisis les bonnes décisions jour après jour, mois après mois. J'ai besoin de savoir que ta sobriété ne dépend pas de nous, mais que tu le fais pour toi, parce que tu veux vivre. Miguel hocha lentement la tête. J'ai compris. Et j'ai besoin de temps. Prends tout le temps qu'il faudra, répondit Roberto. Moi aussi, j'ai besoin de temps. Temps pour apprendre à connaître l'homme que tu deviens, pas pour ressasser celui que tu étais. Roberto tendit alors la main à travers la table. Miguel la saisit. Ce geste, simple et ferme, contenait des années de douleur, de pardon et d'espoir. Il sentit dans cette poigne la force de son fils, la solidité d'un homme qui avait grandi malgré lui ou non grâce à lui. Une chose encore, papa. Oui. Parle-moi de ton travail. Dis-moi pourquoi tu as choisi de rester chauffeur de bus pendant 30 ans. Qu'est-ce que tu aimes tant là-dedans? Miguel se redressa, surpris. C'était une question que personne ne lui avait jamais posée. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que son histoire avait de la valeur. Alors il parla. Pendant plus d'une heure, il raconta à son fils des anecdotes qu'il n'avait jamais partagées, les mères qu'il avait conduites d'urgence à l'hôpital, les vieux passagers qui n'avaient besoin que de quelques mots gentils pour se sentir humains, les travailleurs de nuit qui comptaient sur lui pour rentrer chez eux en sécurité. Quand Miguel eut fini, Roberto le regarda longuement, les yeux embués. Tu ne m'avais jamais raconté tout ça quand j'étais petit. Parce que je croyais que ça n'avait pas d'importance, répondit Miguel, la voix basse. Je pensais que mon travail était quelque chose dont je devais avoir honte, pas quelque chose dont je pouvais être fier. Un sourire sincère illumina le visage de Roberto. Papa, tu sauves des vies depuis 30 ans. Tu es un héros silencieux. Miguel sentit une vague de chaleur l'envahir, une fierté qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit digne de ce qu'il était. Quand ils se séparèrent cet après-midi-là, Roberto prit son père dans ses bras avec plus de force qu'il ne l'avait fait depuis des années. Je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé. J'avais juste besoin que tu sois vraiment toi pour pouvoir te le montrer. Cette nuit-là, Miguel monta dans son bus avec un cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais ressenti. Chaque passager qui montait devenait une occasion de pratiquer ce nouvel amour qu'il apprenait à donner sans condition. Une femme se rendant à l'hôpital pour voir son mari, un étudiant revenant de son travail de nuit, une infirmière épuisée après 12 heures de service. À chacun, il offrit un sourire, un mot, un geste de respect. Chacun d'eux devenait une prière silencieuse, une façon de reconnaître le sacré dans chaque être humain. Près de minuit, Miguel s'arrêta à la même station où, 3 nuits plus tôt, il avait rencontré l'homme mystérieux. Il ne s'attendait pas à le revoir, mais quelque chose en lui l'avait poussé à s'arrêter. Et là, il était. Toujours vêtu de ses habits simples, irradiant la même paix tranquille. Miguel ouvrit la porte du bus sans hésiter, il savait qu'il le reverrait. L'homme monta avec ce sourire qui semblait contenir toute la sagesse du monde. Comment s'est passée ta semaine, Miguel? Transformante, répondit Miguel sans détour. J'ai parlé avec mon fils, j'ai commencé une thérapie. Je me suis joint à un groupe des alcooliques anonymes pour la première fois depuis des années. Et, j'ai de l'espoir. Et comment te sens-tu? Comme si j'avais été endormi depuis des années et que je venais enfin de me réveiller. Comme si je cessais de vivre la vie de quelqu'un d'autre pour enfin vivre la mienne. L'homme hocha la tête et s'assit à la même place que la première nuit. As-tu compris ton véritable but? Miguel conduisit lentement, réfléchissant à cette question. Oui.
Mon but, c'est d'aimer. D'aimer sans condition, sans rien attendre en retour. Comme j'aime mes passagers chaque nuit. Et qu'as-tu appris sur toi-même? Que je peux changer. Que je ne suis pas prisonnier de mon passé. Que chaque jour, chaque instant, je peux choisir qui je veux être. Un sourire lumineux se dessina sur le visage de l'homme. Alors tu as compris la leçon la plus importante, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique. Miguel prit une inspiration profonde. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Êtes-vous vraiment qui je crois? L'homme sourit à nouveau, et une douce lumière dorée sembla l'entourer. Qui crois-tu que je suis? Je crois que vous êtes Jésus. Un silence sacré emplit le bus. Miguel, dit l'homme doucement, j'ai toujours été avec toi. Dans chaque geste de bonté, dans chaque moment de compassion, dans chaque fois que tu as choisi l'amour au lieu de l'indifférence. J'étais là aussi dans ta douleur, dans tes nuits les plus sombres, attendant que tu sois prêt à m'entendre. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un de plus important? Parce qu'il n'y a personne de plus important que toi, Miguel. Chaque âme compte. Chaque vie a un but. Le tien était d'apprendre que le véritable amour se vit par les actes, pas seulement par les mots. Miguel sentit une paix profonde l'envahir, comme si son cœur s'était enfin réconcilié avec lui-même. Que dois-je faire maintenant? Continue. Aime ta famille chaque jour. Serre tes passagers avec un cœur ouvert. Reste sobre, non par peur, mais par amour pour cette vie qui t'a été rendue. L'homme se leva lorsque le bus atteignit la station finale. Avant de descendre, il posa une main sur l'épaule de Miguel. Je veux que tu saches une chose, ta famille ne t'a jamais cessé d'aimer. L'amour s'était seulement caché derrière la douleur. Mais le véritable amour trouve toujours le chemin du retour. Alors? Carmen me pardonnera? Carmen t'a déjà pardonné. Elle attend seulement que tu te pardonnes toi-même. Tes enfants, eux, sont fiers de l'homme que tu deviens. Roberto a parlé de toi à Anna. Elle veut te voir la semaine prochaine. Miguel sentit son cœur exploser de gratitude. Je ne sais pas comment vous remercier. Vis une vie qui honore le cadeau que tu as reçu, répondit l'homme. Et souviens-toi, chaque fois que tu choisiras l'amour, je serai là. Aime pleinement, sers avec générosité, pardonne sans mesure. Cette nuit-là, l'homme descendit du bus. Mais, pour la première fois, il ne disparut pas immédiatement comme un rêve qui s'évapore. Il marcha lentement le long du trottoir, sa silhouette se découpant sous les lampadaires, et Miguel le suivit du regard, le cœur battant, jusqu'à ce qu'il s'éloigne au point de devenir une simple ombre dans la distance. Il resta immobile un long moment, seul dans l'habitacle silencieux, comme figé dans cet instant suspendu. Il repassa dans sa tête les événements de cette semaine hors du commun, chaque parole, chaque geste, chaque larme, chaque sourire. Finalement, il inspira profondément, alluma son téléphone et composa un numéro familier. Carmen? Miguel, il est presque 2 heures du matin. Tu vas bien? Mieux que bien, Carmen. Je suis entier. Complet. Un silence traversa la ligne, puis une respiration tremblante. J'ai trouvé les fleurs que tu avais laissées sur le pas de ma porte. Et ta note? Miguel ferma les yeux. Il avait oublié ces marguerites qu'il avait déposées le vendredi précédent. Elles m'ont fait pleurer, Miguel. Mais ce sont de bonnes larmes. Carmen, je ne t'appelle pas pour te supplier ou te demander de revenir. Je t'appelle pour te dire que, quelle que soit ta décision, je vais devenir l'homme que tu as toujours mérité. Pas pour te reconquérir, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Au bout du fil, Carmen pleura en silence. Miguel, tu peux vraiment changer après toutes ces années? Je suis déjà en train de changer. Et je ne m'arrêterai plus. Un frisson passa dans la voix de Carmen. Je veux te voir. Je veux voir de mes propres yeux cet homme dont Roberto ne cesse de me parler. Quand veux-tu que l'on se voie? Et si je venais demain à la gare? Je veux te voir faire ce que tu aimes. Tu sais que je travaille de nuit? Je le sais. Je t'attendrai jusqu'à la fin de ton service. Miguel raccrocha, les larmes coulant sur son visage, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie pure. Il reprit le volant et retourna vers la station en chantant tout haut une chanson qu'il n'avait pas fredonnée depuis des années, une chanson qui parlait de seconde chance et de nouveau départ. Don Raoul l'attendait à la terminale, les bras croisés, un sourire amusé sur le visage.
Miguel, il y a vraiment quelque chose de différent en toi, cette semaine. Je le sais, répondit-il, les yeux brillants. Les passagers le disent aussi, tu dégages une énergie nouvelle. Miguel inspira, posa une main sur son cœur et répondit. Je crois que j'ai enfin compris pourquoi je suis né. Et pourquoi toi aussi tu es là. Pour aimer. Pour servir. Pour être une petite lumière dans l'obscurité des gens qui croisent ma route. Don Raoul hocha la tête avec un sourire tendre. Tu as toujours fait cela, Miguel. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais. 6 mois plus tard, Miguel célébrait un demi-an de sobriété lors d'une réunion spéciale de l'OBA. La salle était pleine, mais ses yeux ne voyaient qu'elle, Carmen, assise au premier rang, portant à nouveau son alliance depuis 3 mois. À ses côtés, Roberto et Anna souriaient fièrement. Miguel monta sur l'estrade, le cœur battant. Je m'appelle Miguel, et je suis alcoolique, déclara-t-il d'une voix ferme. Mais je suis aussi un mari, un père et un chauffeur de bus. Et j'ai appris que toutes ces identités peuvent coexister, à condition qu'elles reposent sur l'amour inconditionnel. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était finie. En réalité, elle commençait à peine. Ce jour-là, j'ai cessé de mettre des conditions à mon amour et j'ai choisi de le donner librement. Son regard se posa sur sa famille, puis sur le reste du groupe. Si j'ai appris une chose au cours de ce voyage, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour devenir celui que l'on est vraiment. Jamais trop tard pour apprendre à aimer correctement. À la fin de la réunion, la famille sortit ensemble vers le parking. Anna passa son bras sous celui de son père. « Papa, je ne t'ai jamais dit quelque chose. »« Quoi donc, ma fille ? » ?»« Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être comme toi. Tu aidais les gens. Même tes passagers. C'est pour cela que j'ai choisi d'étudier le travail social. » Miguel s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Vraiment ? Vraiment, même quand j'étais en colère contre toi, je savais que tu avais un bon cœur. Tu avais juste besoin de te rappeler comment l'utiliser. » Les mots de sa fille résonnèrent dans son âme comme un baume. Cette nuit-là, Miguel conduisit sa route habituelle avec Carmen assise juste derrière lui, comme au début de leur histoire. C'était la première fois depuis des années qu'elle l'accompagnait dans son travail. « Tu sais quoi ?» dit Carmen en observant la manière dont il accueillait chaque passager avec un sourire. « Quoi ? Je comprends enfin pourquoi tu es tombé amoureux de ce métier. Ce n'est pas seulement conduire un bus, c'est prendre soin des gens. » Miguel sourit dans le rétroviseur. « Exactement. Et maintenant, je comprends pourquoi cet homme m'a choisi pour me rendre visite. » « Tu crois vraiment que c'était lui ?» Carmen le fixa intensément dans le miroir. « Miguel, regarde ce qui s'est passé en 6 mois. Regarde ce que tu es devenu. Regarde comment tu as transformé nos vies. Si ce n'est pas un miracle, alors qu'est-ce que c'est ?» Au dernier arrêt, lorsque Miguel coupa le moteur du bus numéro 47, Carmen s'approcha de lui et l'enlaça par derrière. « Je t'aime, lui murmura-t-elle à l'oreille. Je t'aime tel que tu es aujourd'hui, et je t'aime pour tout ce que tu es en train de devenir. Je t'aime aussi, Carmen. Et cette fois, mon amour n'a plus de conditions. » Ils quittèrent la gare main dans la main. Avant de monter dans sa voiture, Miguel jeta un dernier regard vers l'arrêt où tout avait commencé. Il n'y avait personne. Mais il aurait juré sentir une présence familière, entendre une voix douce, presque un souffle, lui dire « Bien joué, fils fidèle. Bien joué. » Miguel sourit, serra la main de Carmen et ensemble, ils marchèrent vers leur nouvelle aube.